Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 1 du cours sur les suites. Donc je fais des rappels sur les suites numériques et sur les suites arithmétiques. Tout ce qui est géométrique et arithmético-géométrique, ça sera dans une autre vidéo plus tard. Donc dans une première partie, je vais présenter les différents types de suites et comment est-ce qu'on calcule les termes. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas compris. Pour ceux qui ont à peu près compris comment fonctionnent les suites, je vous invite à passer directement à la partie arithmétique. Bon. Les suites. Donc, on a déterminé qu'il y avait des fonctions. Normalement, ça, vous le savez. Donc, il y a f de x, par exemple, égale 2x plus 3. Bon, voilà. Avec cette fonction, vous pouvez calculer f de 0. Donc, je vous rappelle que pour calculer f de 0, il faut que vous remplaciez x par 0. Donc, ça fait 2 fois 0 plus 3. Et ça fait bien évidemment 3, etc. etc. Donc, ça, c'est pour les fonctions. Et en fait, pour les fonctions, je peux remplacer x par n'importe quoi, puisque la plupart du temps, x est un réel. Par exemple, si je veux calculer f de 2,5, je remplace le x par 2,5 et ça me donne 8. Par contre, pour les suites, la grosse différence qu'il y a entre les deux, donc là j'ai x qui appartient à R, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que donc cette fois-ci, je vais utiliser une variable n, que je ne vais pas appeler pareil du coup, n, qui appartient à grand N, c'est-à-dire l'ensemble des entiers positifs. Ce qui va se passer, c'est qu'ils ont dit, tiens, je vais utiliser une sorte de fonction, mais qui ne fonctionne que pour les entiers positifs. Par exemple, quand je suis dans des situations où je dois savoir semaine après semaine, semaine 1, 2, 3, 4, 5, ce qui se passe, j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe entre-temps, je n'ai donc pas besoin que ce soit continu, j'ai juste besoin de savoir ce qui se passe à un instant T. On va dire par exemple que u de n vaut 2n plus 3, ce qui est globalement la même chose que la fonction que j'ai marquée là, sauf que cette fois-ci, je ne peux calculer que pour les n qui sont des entiers positifs. Par exemple, je peux toujours calculer u de 0, d'accord, qui va être 2 fois 0 plus 3 et qui va également être 3, mais je ne pourrais pas calculer u de 2,5, ni même u de racine de 7 ou u de 3 quarts, parce que simplement, je ne fonctionne qu'avec les entiers positifs. Sauf que pour ne pas confondre les suites et les fonctions, puisque noter comme ça, bon, on peut confondre les deux vu que c'est la même notation, ils ont dit, eh ben, du coup, cette partie-là, on ne va pas la noter comme ça, d'accord, parce que sinon on va confondre avec les fonctions, ce n'est pas rigolo. Et on va simplement la noter U indice N. Donc, j'insiste sur... Alors, c'est un U minuscule, mais comme je dois marquer un petit N en indice, je me permets de le marquer comme ça. Donc, le petit n est en indice, ça veut dire qu'il n'est pas sur la même ligne que le u, et vous allez vite voir que ça va vous porter préjudice si jamais vous ne le mettez pas directement en dessous. Ça veut dire que ce truc-là que j'ai calculé, c'est pas u de 0, c'est u indice 0. D'accord? Et bien évidemment, je peux calculer u1, u2, u3, u4. Il existe deux grands types de suites au niveau de la formule, entre guillemets, et du mode de génération. Déjà, nous avons les formes explicites. Ce sont les suites qui ne dépendent que de n, et donc pas de un ou un plus 1 ou que sais-je. C'est-à-dire que vous allez typiquement avoir un égale quelque chose qui dépend de n. Donc ça peut être quelque chose de très simple comme quelque chose de un peu plus compliqué. Je vais vous mettre 3 exemples. Voilà, je vous ai mis 3 exemples. Alors généralement, le premier exemple, comme c'est des suites, ça s'appelle U, mais après, si je veux mettre d'autres exemples, je mets généralement V et W. Je peux donc avoir UN qui est égal à 5n au carré plus 3. Je peux avoir Vn, par exemple, qui est égal à 2n, n plus 3 sur n plus 2. Et je peux avoir Wn qui est égal à la racine de n plus 3 sur n. Bref. Ce qui va un tout petit peu poser problème dans ces suites définies de manière explicite, c'est qu'il faut faire très attention, je mets des gros guillemets, à l'ensemble de définitions. Par exemple, ici, je peux commencer pour n égale 0, je peux même mettre n'importe quel entier, ça existera toujours. Donc ici, je vais dire que ma suite, elle commence à n égale 0, c'est-à-dire c'est pour tout n.
pour tout n appartenant à n. Pour la deuxième, je vais avoir peut-être un souci, puisque à partir du moment où vous avez une fraction et donc un dénominateur, il faut vérifier que votre dénominateur ne s'annule pas, puisque je vous rappelle que diviser par 0 est un crime dans le monde des mathématiques. Donc 2n plus 2, ça doit être différent de 0, et en résolvant relativement rapidement, hop, je m'aperçois qu'il faut que n soit différent de moins 1, sauf que n étant un entier positif, n est toujours différent de moins 1, donc cette suite est définie également pour tout n appartenant à n. Pour la troisième, on va avoir un souci parce que, effectivement, ici, je ne peux pas diviser par 0 et je vais donc avoir un souci en 0. n ne pourra pas être égal à 0. Ce qui veut dire que ma suite, elle ne sera définie qu'à partir de 1. Donc, généralement, on écrit pour tout n plus grand que 1, supérieur ou égal à 1, ou pour tout n appartenant à n étoiles. Normalement, vous êtes censé savoir que n appartenant à n étoiles. Vous êtes censé savoir que quand on met une étoile, ça veut dire qu'on le prive de 0. Donc bien évidemment, là, j'ai mis que 3 exemples, mais il y en a des milliers d'autres et à chaque fois, il faut vérifier l'ensemble de définitions. Ah, vous vous posez peut-être la question ici. J'aurais pu vérifier l'ensemble de définitions parce que ce qui est sous la racine, c'est forcément quelque chose de positif, sinon ça n'existe pas. Mais j'avais fait exprès de mettre n plus 3 et donc n plus 3 est toujours positif. C'est pour ça que la racine existe toujours. Voilà, donc vous pouvez avoir plusieurs exemples. Vous pouvez avoir des suites, par exemple, qui n'existent qu'à partir du rang 2, 3 ou 4, etc. Et dans ce cas-là, vous ne pourrez pas calculer ceux d'avant. Ensuite, il y a les formes définies par relation de récurrence. Alors ça, c'est donc la récurrence, c'est quelque chose qui se répète. Ça veut dire que je vais faire toujours les mêmes répétitions d'opération, mais en me servant du terme juste avant. Je vais vous montrer comment ça s'écrit. Voilà, donc les formes définies par relation de récurrence, c'est que tout terme dépend de celui ou de ceux d'avant. Donc je vous ai mis deux exemples. Il y a un exemple dont on va un petit peu moins se servir en première G et surtout en terminale, mais que c'est important de voir quand même entre guillemets. Ici, j'ai donc un exemple classique. J'ai U0 qui est égal à 1. Et ici, j'ai une relation qui va lier UN plus 1 et UN. Donc vous allez me dire déjà, bah oui, mais UN plus 1, c'est quoi? Simplement, vous voyez, quand vous avez une suite, le premier terme, c'est U0, U1, U2, etc. Donc je peux dire que U1, c'est le terme juste après U0, que U2, c'est le terme juste après U1, etc., etc. Et quand j'arrive à UN, eh bien, le terme juste après UN, c'est U indice N plus 1. Parce que pour passer d'un terme à l'autre, il suffit que je rajoute une unité à l'indice. C'est exactement ce que je fais là. Et du coup, le terme juste après UN plus 1, c'est U indice N plus 2. Voilà. Et donc, pour ces suites-là, pour cette suite-là, par exemple, je prends le terme d'avant, je le multiplie par 2, et ensuite je fais plus 3, et j'aurai la valeur de mon terme d'après. Pour ce genre de suite, le gros désavantage, c'est que vous ne pouvez pas calculer directement U10. Par exemple, je reprends mes formes explicites un petit peu plus haut. Vous voyez ici, si je veux U10, je remplace N par 10, c'est plié. Ici, je veux V10, je remplace les deux N en haut et en bas par 10, je calcule en haut et en bas, c'est fini. Vous voyez, contrairement aux formes définies par relation de récurrence, où vous êtes obligé de calculer les termes un par un. Vous ne pouvez pas directement calculer U10, parce que pour U10, il vous faut U9, pour U9, il vous faut U8, pour U8, il vous faut U7, etc., etc. Donc, vous êtes obligé de calculer les termes petit à petit. Je vais reprendre le premier exemple pour essayer de vous calculer des termes. Je vais donc vouloir calculer U1. D'après ma formule, U1, pour trouver U1, je suis censée faire 2 fois le terme d'avant plus 3. Le terme juste avant U1, c'est U0. Donc du coup, je suis obligée de faire 2 fois U0 plus 3. Vous voyez, c'est comme si vous preniez cette ligne-là, mais que vous remplaciez tous les n par 0. Si je remplace ici n par 0, ce terme-là, ce grand terme-là, il me fait U1. OK ? Et si je remplace ce n-là par 0, ça me fait U0, ce que j'ai marqué ici.
Je remplace donc mon U0 qui est égal à 1 d'après mon énoncé, plus 3, et ça me fait 5. Maintenant, je vais calculer U2. Vous voyez, U2, je dois faire 2 fois le terme d'avant plus 3, 2 fois le terme d'avant U2, c'est U1, plus 3. Encore une fois, si vous reprenez cette ligne-là, qui est la ligne valable pour tout n, et que je remplace tous mes n par 1, ici, le grand UN, là, ça me fait U indice 2, puisque 1 plus 1, ça fait 2. Et ici, je remplace le n par 1, ça me fait U1, donc ça fait 2U1 plus 3. C'est ce que j'ai marqué. Et ensuite, je calcule 2 fois 5, puisque U1, on a dit que c'était 5. Hein, vous voyez là, hop là, on a dit que c'était 5. 3. Et ça me fait 13. Voilà, maintenant passons au deuxième. Je ne suis même pas sûre d'avoir fait en cours, mais je vous le montre au cas où, parce qu'après tout, sait-on jamais. Donc ici, je veux calculer U2. Pourquoi est-ce que je calcule directement U2 ? Parce que ici, U0 et U1, on me les donne, simplement. Pour calculer U2, je suis censée donc prendre le terme juste avant, c'est-à-dire U1, et le soustraire avec le terme juste avant, qui est U0. Comme tout à l'heure, ici, si je remplace tous les n par 0, et bien ici, ça me fait U0, ici, ça me fait U1, et ici, ça me fait U2, ce qui est exactement la formule que j'ai marquée là. U1, on l'a donné dans l'énoncé, c'est 2. U2, on l'a donné dans l'énoncé, c'est 1. Donc, quand je soustrais les deux, ça fait 1. Si je veux calculer U3, U3, c'est donc la soustraction des deux d'avant, c'est-à-dire U2 moins U1. U2, on a vu que c'était 1. U1, on a vu que c'était 2, d'après l'énoncé ici. Donc, ça veut dire que c'est moins 1. Etc., etc. Ça, encore une fois, c'est un type peu classique, mais que on fera peut-être en exercice de révision. Dans tous les cas, on le verra globalement avant le devoir commun pour que vous puissiez avoir vu tous les types de suites possibles. Donc ça, c'est les deux gros types de suites, explicites et définies par relation de récurrence, avec les explications de comment est-ce qu'on calcule des termes avec. Le problème avec les suites par rapport aux fonctions, c'est que vous ne pouvez pas tracer de courbe à proprement parler. Pourquoi ? Puisque la courbe sous-entend qu'on a une image à chaque instant, alors que la suite, les termes ne sont calculés que pour 0, 1, 2, 3, c'est-à-dire tous les nombres entiers positifs. Il y a donc deux possibilités pour tracer du moins pour faire un nuage de points, ce qu'on appelle, et tracer une, entre guillemets, représentation graphique de suite. Il va y avoir deux cas possibles, donc je vais vous énumérer les deux cas. Premier cas, on a le cas, entre guillemets, basique, c'est-à-dire les formes explicites. Pour les formes explicites, quand on vous demande de placer le nuage de points, alors bien évidemment, là, je ne suis pas sur l'axe des ordonnées, parce que, voilà, j'ai décidé que non. Donc, du coup, vous allez placer les points U0, U1, U2, U3, U4 dans le graphique. De ce fait, il va falloir calculer les images de 0, 1, 2, 3 et 4, entre guillemets, par la suite. Je vous fais ça rapidement pour vous éviter d'avoir à me regarder écrire. Voilà, la seule difficulté, c'est que ici, vous voyez que j'ai mis que la suite était définie par moins n carré, etc., etc. Ce moins-là, il ne va pas être, entre guillemets, absorbé dans le carré. Vous allez devoir déjà calculer n au carré, c'est-à-dire que là, j'ai déjà calculé 0 au carré, 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré, et j'ai mis un moins devant. Vous voyez, ce moins-là, ce n'est pas moins n, le tout au carré, qui dans ce cas-là ferait effectivement n carré. Simplement, voilà, n'oubliez pas qu'il y a un moins ici devant quand vous faites vos calculs. Et donc, maintenant que j'ai fait mes calculs, ici, vous voyez, j'ai fait, entre guillemets, l'image de 0. Il y a beaucoup de guillemets, dis-nous, cette phrase. J'ai fait l'image de 0, je trouve 3. Donc ici, je vais mettre 0, 3. Comme vous le faites avec vos fonctions. D'accord ? Quand vous calculez l'image de 0 et que ça fait 3, vous placez le point 0, 3. Ici, je vais donc placer le point 1, 4. Donc 1, 4.
Voilà. Ici, je vais placer le point 2, 3. 2, 3. OK. Ici, 3, 0. Et enfin, 4, moins 5. Voilà. Et surtout, je ne relie pas les points. Encore une fois, entre 0 et 1, il ne se passe rien pour les suites, c'est le vide. Donc, on ne trace pas, on ne relie pas les points et on n'essaye pas de faire une courbe, surtout. Pour les suites définies par relation de récurrence, ça va tout de suite être un petit peu plus compliqué. Donc, en fait, imaginons que j'ai une relation de récurrence comme ça, racine de 3n plus 4. Ça veut dire que je vais devoir tracer dans un repère la fonction qui est associée, c'est-à-dire racine de 3x plus 4. Bien évidemment, je ne vous demanderai pas de tracer la fonction, et vous voyez que je l'ai déjà tracée, pardon, parce que je considère que c'est trop de boulot à faire pour un contrôle, par exemple. Donc, dans le repère où est tracée la courbe représentative de f, tracez la droite d'équation y égale x. Y égale x, je l'ai dit en classe, c'est la droite miroir, c'est-à-dire la droite qui permet de faire le miroir entre les deux axes. Donc, cette droite-là, y égale x, elle passe par 0, 0, 0,5, 0,5, 1, 1, 1,5, 1,5, 2, 2, etc. Elle passe par, entre guillemets, la diagonale, on va dire que c'est la plus grande diagonale, et donc je trace proprement. Bougez pas. Voilà, j'ai tracé ma magnifique droite y égale x, et cette droite, elle va me permettre de faire le miroir par rapport à mes deux axes, c'est-à-dire de reporter les points dont j'ai besoin sur l'axe des abscisses. Je m'explique. Ici, pour calculer, ici, pour calculer un terme, je vais avoir besoin de faire l'image par f du terme précédent. Ça veut dire que U1 va être l'image de U0, et de la même manière, U2 va être l'image de U1, U3 va être l'image de U2, etc., etc., etc. Voilà. Je vais devoir faire les images par la fonction. Dans l'énoncé, il est dit que U0 est égal à 0. Ce ne sera pas toujours le cas, bien évidemment. Il faudra juste regarder l'énoncé pour avoir la valeur de U0 et correctement le placer sur l'axe des abscisses. Ici, on me dit que U0 est égal à 0, donc je le place ici. U0. Je suis très contente de le placer là. Et je veux l'image de U0 par la fonction. Pour avoir l'image de 0 par la fonction, il faut que je monte en pointillé comme ça jusqu'à la fonction. Hop, j'arrive ici sur 2. Donc là, coup de bol, j'ai 2. 2, c'est U1. D'accord? Coup de bol, j'ai 2. Donc 2 est facilement, peut être facilement mis sur l'axe horizontal. Pourquoi je le mets sur l'axe horizontal? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, pour trouver U2, je vais devoir faire l'image de U1. Et pour pouvoir faire l'image de U1, eh ben, il faut que U1 soit sur l'axe des abscisses, ici. Donc là, j'ai eu de la chance, je peux le mettre. Mais si vous n'aviez pas, si ce n'était pas précis, vous auriez dû, avec votre règle ici, retourner jusqu'à la droite miroir en faisant des pointillés avec votre règle et ensuite descendre ici. Voilà, pour placer correctement U1 de la même grandeur, entre guillemets, que ce qui est indiqué sur l'axe vertical. Vous allez peut-être mieux comprendre avec U1. U1, je veux l'image de U1. Donc, je monte jusqu'à la fonction. Je suis là. Là, vous voyez bien que si je regarde l'ordonnée de ce point-là, je suis à peu près à 3,2, on va dire. Voilà. Hop, je fais des petits pointillés jusqu'à ici. Ici, j'ai donc U2. Sauf que maintenant, pour mettre U3, pour calculer U3, encore une fois, je suis toujours là, je vais devoir faire l'image de U2 pour trouver U3. Ça veut dire que U2, je vais devoir le reporter sur l'axe. Voilà, mais je ne vais pas mettre 3,2 au pif, parce qu'en plus, là, je suis dans un repère qui est orthogonal et non orthonormé. Donc, il faut que je fasse attention. Pour ce faire, je prends ma règle, je vais jusqu'à ma droite miroir. Ici, hop, ça veut dire que ce point-là aura très exactement la même abscisse et la même ordonnée. Et donc, en descendant parallèlement le mieux possible jusqu'à mon axe horizontal, j'aurai sur mon axe horizontal la valeur de U2.
Même principe pour U3, j'accélère un petit peu pour la fin. Je monte ici pour avoir l'image qui est là. Voilà, ça c'est ma valeur de U3. Et si vous le voulez, bah, je peux directement aller jusqu'à la droite miroir pour le reporter, à l'axe des abscisses. Hop, je suis allée jusqu'à la droite miroir et donc ici, je peux, hop, le réfléchir, entre guillemets, sur l'axe vertical et ici, l'axe horizontal, pardon, et ainsi mettre U3. Donc, vous voyez, je peux éventuellement faire U4, U5, U6, U7, U8, etc. Mais je vais petit à petit me rapprocher, en fait, de cette valeur-là qui est 4. Et donc, en fait, quand on vous demande que peut-on conjecturer pour cette suite, vous direz simplement que les termes semblent se rapprocher de plus en plus de 4 en étant croissants. Pour les suites arithmétiques, généralement, je vous propose de partir du principe qu'on est dans une tirelire. Le principe, je suis en train d'économiser pour m'acheter un cadeau. Voilà. De ce fait, au mois 0, donc je vais l'appeler U0, au mois 0, dans ma tirelire, j'ai 20 €. 20 € et je décide d'ajouter tous les mois la même somme, c'est-à-dire 5 €. Ça veut dire que tous les mois, j'ajoute 5 €. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc ici, je vais avoir le mois numéro 1, 2, 3, 4. J'ajoute 5 € à chaque fois. Je voudrais savoir combien j'ai d'argent au 11e mois. Comme ça, je pourrais savoir combien j'ai à l'année après. Donc, au 11e mois, qu'est-ce que je fais comme calcul? J'ai mes 20 € de base, d'accord? Et j'ai ajouté 11 fois la somme de 5 €. Donc là, vous allez me dire, bah oui, c'est logique. Eh ben oui, les suites arithmétiques, c'est logique. Je peux donc calculer comme ça. Il se peut aussi que je sois dans une deuxième situation où je ne connaisse pas la somme que j'avais de base dans ma tirelire. Mais par exemple, je sais que le 3e mois, j'avais par exemple 30 €. Si le 3e mois, j'avais 30 €, ça veut dire que non seulement je peux remonter en arrière pour savoir combien j'avais de base, mais je peux également calculer, voyez ici, combien j'avais pour U11. Donc, première chose, de U3 jusqu'à U11. Donc, je suis au 3e mois, je dois arriver jusqu'au 11e mois. Je vais donc rajouter 8 fois la somme de 5 €. Donc, je vais dire que c'est 30 plus 8 fois la somme de 5 €. Vous voyez, là, j'ai pas mis 11, d'accord? J'ai juste mis l'écart qu'il y avait entre mon mois numéro 3 et mon mois numéro 11, d'accord? Et j'ai juste rajouté l'écart que j'avais entre les deux fois le nombre de fois où j'ai rajouté le 5 €. Et avec les 30 € de base. Pour revenir en arrière, vous voyez ici, si je fais plus 5, plus 5, plus 5, eh ben, à l'inverse, je vais faire moins 5, moins 5, moins 5. Ça veut dire que là, je vais avoir 30 moins 5 fois 3, puisque j'ai rajouté 3 fois 5 €. Vous voyez là. Et donc, pour avoir le prix de départ, eh ben, du coup, je vais les enlever. Ça veut dire que j'avais 15 € au départ. Si tout ça c'est compris, ça veut dire que vous avez compris 90% des suites arithmétiques. C'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est que dès qu'on repasse aux maths, il n'y a plus personne. Donc, je vais essayer de faire le parallèle en gardant les mêmes propriétés sur les pages. Donc, une suite est dite arithmétique si pour passer d'un terme au suivant, on rajoute toujours le même nombre qui est la raison. Ce nombre-là, ça va être toujours le même, peu importe où on se place dans la suite. Et ça va nous permettre de trouver deux formules qu'on a déjà plus ou moins trouvées ici. La première formule, c'est UN égale U0 plus N fois R. Effectivement, quand on me donne ma somme de base, il faut que je rajoute, vous voyez ici j'ai mis U11, mais si je mets UN avec N point d'interrogation, j'ai 20 plus N fois 5, puisque c'est selon combien de fois je rajoute 5. Et bien c'est exactement la même formule ici.
je prends mon argent de base et je rajoute n fois la somme que je rajoute tous les mois. Donc ça, c'est la formule. Bien évidemment, tout ça, c'est toujours pour tout n. Hop, et j'ai ma première formule qui correspond à ma première situation. La deuxième formule, je vais changer de stylo, je vais la mettre en noir pour que ça vous paraisse clair. Donc la deuxième formule, c'est si on ne me donne pas le terme initial, c'est-à-dire je ne sais pas combien j'ai de base. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir utiliser cette formule-là puisque je n'ai pas le U0. Et donc la deuxième formule, c'est donc UN égale UP plus N-P fois R. Généralement, les élèves qui cherchent à apprendre cette formule bête et méchante, ils s'embrouillent entre l'indice et la valeur de l'argent. Il faut retenir que N et P, ce sont des mois, vous voyez, les mois pendant lesquels j'ajoute de l'argent, et U, c'est l'argent que j'ai dans ma tirelire. Ça veut dire que là, c'est de l'argent, là, c'est de l'argent, et là, c'est l'écart entre les mois qui me restent, fois R, qui est aussi de l'argent. Vous voyez ? Là, je vous ai mis que c'était l'écart. Ça aussi, en fait, c'est l'écart entre les deux. D'accord ? Donc, je vais faire plusieurs exemples après, mais si vous avez retenu que c'était l'écart entre les deux fois la raison, vous avez tout compris. C'est-à-dire que même cette formule-là, si vous n'arrivez pas à la retenir, bah, entre guillemets, la retenez pas. Enfin, voilà, moi, l'important, c'est que vous ayez compris ce raisonnement-là. Bon. Je vais vous faire des exemples au niveau des calculs de termes. Exemple numéro 1, je vous donne une suite arithmétique, UN, telle que U0 est égal à 40 et R égale moins 3. Là, ça veut dire qu'on dépense 3 € tous les mois à partir de 40 €. On peut se dire qu'on est sur un compte en banque pour qu'on puisse arriver quand même dans les négatifs, mais de base, c'est le principe. Si je veux calculer U1, je vais donc dire que U1, c'est U0 plus R, puisque je rajoute la 0 à chaque fois. La raison, pardon, à chaque fois. Donc ça me fait 40 plus moins 3, qui me fait... Par contre, je peux calculer directement U14, si je veux. Donc U14, d'après ma formule, c'est donc U0 plus 14 fois ma raison. U14, c'est donc U0 plus 14 fois R, puisque je rajoute 14 fois la raison à ma somme de base. Je remplace donc par les données de l'énoncé, 40 plus 14 fois moins 3. Et là, techniquement, même si je vous laisserai la calculatrice, je pense, vous êtes censé pouvoir faire ça de tête. 40 moins 42, et ça fait moins 2. Donc, vous voyez, avec U0, je peux calculer directement n'importe quel terme de la suite, mais si je n'ai pas U0, je peux aussi. Je vais vous donner un deuxième exemple. Voilà, je peux vous donner une deuxième suite qui est donc arithmétique et je vous donne le terme V5 et la raison qui est 6 et ensuite on va essayer de trouver, je ne sais pas moi, V0 et V14. Donc V0, à partir de V5, eh ben, je vais devoir enlever 5 fois la raison. Donc, bien évidemment, si vous utilisez la formule qui est là, ça veut dire que vous avez remplacé n par 0 et p par 5. Et c'est exactement la même chose que V5 0 moins 5 fois R. C'est exactement la même chose. Là, je mets entre parenthèses. C'est juste que j'ai deux têtes calculées combien de termes il me fallait. Donc, ça me fait 55 moins 5 fois 6. Et normalement, vous pouvez le faire de tête. Ça fait 55 moins 30, ça fait 25. Maintenant, on va calculer V14. V14, c'est donc... Alors, il y a combien d'écart entre V14 et V5 ? Il y en a 9, effectivement. Donc, V4, c'est V5 plus 9 fois R. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de calculer l'écart entre les deux, même sur vos doigts, vous pouvez simplement appliquer cette formule-là encore une fois. J'ai mis 14 d'abord, j'ai mis 5 après, donc ici je mets 14, et ici je mets 5. Vous voyez, 14, 5, 14, 5, fois R.
Et effectivement, quand vous faites 14 fois 55, pardon, quand vous faites 14 moins 5, ça vous fait bien 9. Et la raison, c'est toujours 6. Donc 55 plus 9 fois 6, ça fait donc 55 plus 54, ça fait 109. Voilà. Et c'est ainsi qu'avec une suite arithmétique, je peux calculer des termes. Il y a donc une autre manière en fait d'utiliser ce genre de formule, c'est pour trouver la raison. Imaginons que je vous dise que le 5e mois, j'ai 40 € et que le 15e mois, j'ai par exemple 100 €. Pour savoir combien j'ai ajouté tous les mois, et bien simplement, je regarde ici combien j'ai ajouté. Donc là, j'ai ajouté, on est d'accord, 60. Et pour passer de U5 à U15, j'ai donc ajouté 10 fois la raison. Ce qui signifie que 10 fois la raison, c'est censé faire 60 € et ça veut dire que j'ai rajouté 6 € par mois. Donc ça, c'est le raisonnement global que vous êtes censé avoir, mais bien évidemment, il y a une manière propre de le formuler. D'accord? Donc mon énoncé, ce serait donc U5 égale 40 et U15 égale 100. Trouvez la raison. Alors, la méthodologie, c'est que vous prenez la formule avec UN et UP. Vous savez, avec UN et UP là-haut, là, avec les trucs d'écart, là. Ça. Donc, vous prenez cette formule-là. UN égale UP plus N-P fois R. Bien évidemment, vous allez remplacer UN et UP, mais vous allez remplacer par celui que vous voulez. C'est-à-dire que pour UN, je peux prendre 5 et U15 pour UP, ou l'inverse, peu importe. Moi, j'aime bien prendre N comme étant le plus grand. Bon, c'est mon choix. Donc, si je note U15 ici et U5 ici, du coup, dans ma parenthèse, encore une fois, ce sera le même ordre qu'ici, c'est-à-dire 15 moins 5 fois R. OK? U15, je le remplace par sa valeur. U15, là, c'est mis dans mon énoncé que c'est 100. Donc, je remplace U15 par 100. Et là, je remplace U5 par sa valeur, c'est-à-dire 40. Plus, donc 15 moins 5, on a dit que ça faisait 10, fois 100. Fois R, pardon. Et là, vous voyez qu'on retrouve mon 10 fois R. Vous voyez, entre le U5 et le U15, eh ben, j'ai rajouté 10 fois R. Je fais donc 100 moins 40 et je divise par 10 pour trouver R. Je suis peut-être allée un peu vite là, mais comme vous êtes sur une vidéo, vous pouvez mettre pause et faire les étapes tout seul, comme des grands. J'ai donc 100 moins 40 divisé par 10 et ça me fait 6 égale R. Donc bien évidemment, c'est ce raisonnement que vous allez devoir faire à chaque fois. Et donc ce que j'ai fait avec mes élèves, c'est que je leur ai fait trouver cette forme-là, entre guillemets, grâce à cette formule-là. Je m'explique. Je remarque la formule avec UN et UP. UP plus N-P fois R. Donc, je remarque la formule avec UN et UP. Et cette fois-ci, je vais essayer d'isoler le R. Pour isoler le R, il faut déjà que je passe le UP de l'autre côté. Donc, je fais UN moins UP, qui est égal à N moins P fois R. Et ensuite, je vais diviser de chaque côté par N moins P pour pouvoir enlever le N moins P qui est là. Cela donne UN moins UP hop, sur N moins P égale R. Et en fait, cette formule-là, entre guillemets, j'autorise mes élèves à la mettre, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre celle-là, puis remplacer par les valeurs pour trouver le résultat. Et ça vous permet de trouver la raison en ayant la valeur de deux termes. Alors, il y a une méthodologie qui va marcher à la fois pour le sens de variation, mais aussi pour montrer qu'une suite est arithmétique. Ça passe déjà par le calcul de U indice n plus 1 pour les formules explicites. Donc, je m'explique. U indice n,
on va partir du principe que c'est 5n plus 3. Donc c'est 5n plus 3, je vais donc devoir calculer un plus 1. Pour calculer u indice n plus 1, vous voyez ici, ce n-là, on l'a remplacé par n plus 1, entre guillemets, donc ce n-là aussi, on va le remplacer par n plus 1, ainsi que tous les autres n qui sont peut-être présents dans l'expression de un. Ça veut dire qu'ici, hop, à la place du n, je vais mettre n plus 1. Alors j'insiste sur n plus 1 entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que dans 99% des cas, vous aurez à faire un développement, que ce soit une identité remarquable ou un développement simple comme ici, mais vous aurez à le faire. Donc, j'ai 5n plus 5 plus 3, c'est-à-dire 5n plus 8. Je vous rappelle que quand vous avez un nombre devant une parenthèse, vous devez faire la distributivité, et c'est pour ça que j'obtiens 5n plus 5. Par exemple, si je prends Vn égale à n carré plus 5n plus 1, hop, pour calculer V indice n plus 1, je vais donc remplacer tous mes n par n plus 1 entre parenthèses. J'aurai donc n plus 1 entre parenthèses ici et n plus 1 entre parenthèses là. J'ai donc n plus 1 entre parenthèses au carré. Et je vous rappelle que n plus 1 entre parenthèses au carré, ça ne fait pas n au carré plus 1 au carré, parce que maintenant on est des grands et qu'on sait que c'est une identité remarquable, n'est-ce pas? Et donc au pire, si vous voulez l'apprendre par cœur, bah apprenez-la par cœur. C'est donc n carré plus 2n plus 1. Donc ça, je ne le réexplique pas, c'est l'identité remarquable a au carré plus 2ab plus b carré. Ou alors vous faites la double distributivité de ça si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, mais j'espère bien qu'en première GSP Maths, vous l'êtes. Donc ici, je redéveloppe, pareil que tout à l'heure, mon 5n plus 5, plus 1, le plus 1 qui me reste là. Et ensuite, j'additionne ce qui va ensemble. Donc pour complexifier 1, 2, 3, pour complexifier un petit peu tout ça, je vais dire qu'ici, je mets un 2. Vous voyez? Et donc, pourquoi, c'est quoi l'intérêt de mettre n plus 1 entre parenthèses ici? C'est parce que j'ai un 2 ici, et que du coup, si je mets ça, c'est pas bon, évidemment. Je vais devoir multiplier par 2 toute ma parenthèse, et donc j'ai encore une fois une distributivité. Ce qui me donne 2n carré plus 4n plus 2, puisque je vous rappelle que vous devez développer sur chacun des termes de la parenthèse, plus 5n plus 5, plus 1. Maintenant, j'additionne tout ce qui dépend de n carré ensemble, tout ce qui dépend de n ensemble, tout ce qui dépend pas de n ensemble. J'ai donc 2n carré plus, donc 4n plus 5n, ça fait 9n. Et 2 plus 5, ça fait 7, 7, 8. Et j'ai la valeur de mon n plus 1, de mon Vn plus 1, pardon. Et donc, le calcul de Vn plus 1, au calcul de Vn plus 1 va succéder le calcul de un plus 1 moins un. Donc, ici, j'essaye de le faire en dessous, je vais calculer un plus 1 moins un. Donc, je précise, je vous conseille vivement de mettre l'expression de un plus 1 entre parenthèses, moins l'expression de un entre parenthèses. Ça vous évite de faire des erreurs. Un plus 1, c'est donc 5n plus 8, c'est ce que j'ai calculé juste avant. Donc, c'est pas 5 indices n, hein, c'est 5 fois n quand je mets 5n. On est d'accord, hein. Moins 5n plus 3. J'ai un moins devant une parenthèse qui va donc me changer tous les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. Et ça, ce sera le cas à chaque fois puisque je fais toujours un plus 1 moins un. Donc, j'aurai toujours à changer les signes de la deuxième parenthèse. La première parenthèse n'a rien devant. Donc, c'est comme si elle était multipliée par 1 et du coup ne change pas de signe. Et ici, quand je change le signe, ça me fait moins 5n plus 3. Moins 3, pardon, c'est moi. Là, généralement, vous savez jamais... vous savez qu'il faut changer les signes, mais vous savez jamais et tout. Donc, petit tips, quand vous avez un moins devant une parenthèse, vous enlevez le moins. Vous l'enlevez, il disparaît. Et vous recopiez ça en changeant de signe. Moins 5n, moins 3. Là, j'ai pas de plus devant le 5n, mais il est induit. C'est-à-dire que j'ai pas de moins, donc a fortiori, c'est un plus. Et ici, j'ai plus 3 qui lui met un moins 3.
Et ce moins-là qui est devant, de ce fait, disparaît. Jusqu'à là, on est bon? Quand je calcule ça, il me reste juste 8 moins 3 qui fait 5. Et donc, j'ai trouvé que UN plus 1 moins UN faisait 5. Je passe à Vn. Je fais les deux en même temps. Vn plus 1 moins Vn. Je recopie mon Vn plus 1 que j'ai calculé juste au-dessus. 2n carré plus 9n plus 8. Et je soustrais avec Vn 2n carré plus 5n plus 1. Devant cette première parenthèse, je n'ai rien, donc c'est pas grave, j'enlève simplement la parenthèse. Vous allez me dire, oui, mais du coup, elles servent à rien. Mais je préfère que vous mettiez les deux trucs entre parenthèses et que vous vous foiriez pas sur le deuxième, plutôt que vous mettiez tous en parenthèse et que vous vous foiriez. Moins 2n carré, moins 5n, moins 1. Je calcule tout ça. Et j'ai donc les 2n carrés qui s'en vont. Ici, j'ai 4n. Et ici, j'ai plus 7. Voilà. Et donc ensuite, il y a une propriété qui nous dit que... Donc là, je fais une petite parenthèse. On va dire que je vais faire une parenthèse dans l'autre sens. Il y a une petite propriété qui nous dit que si une suite, elle est croissante... Je vais faire en raccourci parce que la vidéo est déjà assez longue. Hein. Si la suite, elle est croissante, ça veut dire que UN plus 1, même mon stylo me lâche, il est forcément plus grand ou égal à UN. Vous êtes d'accord? Si la suite, elle est que croissante, ça veut dire que UN plus 1, le terme d'après, il est forcément plus grand que celui d'avant. Bien. Et donc ça, c'est équivalent à dire que UN plus 1 moins UN, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ça veut dire que le UN plus 1 moins UN qu'on a calculé, il faut qu'on regarde s'il est plus grand ou plus petit que 0. A fortiori, effectivement, si UN est décroissant, c'est que UN plus 1 sera plus petit que UN pour tout n, et c'est que UN plus 1 moins UN sera négatif. Alors attention parce que ça, là, ça peut être qu'à partir d'un certain rang. Je vous ferai quand même un petit exemple après, mais attention. Et la deuxième propriété dont nous allons pouvoir nous servir, c'est concernant les suites arithmétiques. C'est donc propriété que si UN plus 1 moins UN, c'est un nombre réel. Donc je vais mettre nombre réel. Nombre réel, ça veut dire n'importe quel nombre, mais pas un truc qui dépend de n. D'accord? Donc si quand vous faites UN plus 1 moins UN, ça fait un nombre réel, eh bien ça veut dire que la suite est arithmétique. De raison le nombre réel que vous avez trouvé. Celui-là. De ce fait, si je repasse à mes exemples, attention, effet spécial. Ici, quand je fais UN plus 1 moins UN, j'obtiens un nombre positif et un nombre réel. Ça veut dire que UN, non seulement j'ai montré qu'elle était croissante, car 5 est positif, mais j'ai aussi montré que UN était arithmétique de raison 5. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. De raison 5. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups, je suis ravie. Dans ce cas-là, vous voyez, quand je fais Vn plus 1 moins Vn, j'obtiens un truc qui dépend de n. Donc cette suite-là, le fait de trouver un n dans le résultat de Vn plus 1 moins Vn, ça veut dire que Vn n'est pas arithmétique. Ce qui est quand même quelque chose de sympa. Voilà. Donc du coup, il ne me reste plus ici qu'à regarder si ce que j'obtiens pour Vn plus 1 moins Un, c'est positif ou pas. Donc dans ce cas-là, j'ai fait exprès, pas de souci. Puisque n est positif, vous allez me dire, mais comment on sait que n il est positif? Spoiler alert, n est toujours positif puisque c'est un entier naturel. N est positif, donc, quand je multiplie par un positif et quand j'additionne par un positif, ça me fait toujours un positif. Donc tout est positif, je suis ravie, et donc ma suite, Vn, est croissante.
Je vous ai dit, attention, parfois, vous devrez déterminer à partir de quel rang, tout ça, tout ça. Je vais vous faire un exemple en dessous. Admettons que j'ai calculé Vn plus 1 moins Vn et que à la fin, je trouve moins 4n plus 7. Là, je suis embêtée puisque n est positif, donc moins 4n, il est négatif, et 7 est positif, mais quand j'additionne un négatif et un positif, ben, je ne peux pas être sûre du résultat. Donc, pour savoir quand est-ce que Vn est croissante, donc Vn, elle est croissante, si et seulement si Vn plus 1 moins Vn est positive, si et seulement si moins 4n plus 7 est positif, et j'ai donc une inéquation à résoudre. Je résous l'inéquation, moins 4n plus grand que moins 7, et j'espère que vous vous souvenez que quand on divise par un négatif, ça change le sens de l'inégalité. Et moins 7 sur moins 4, ça fait 1,75. Ça veut dire que pour tout n plus petit que 1,75, ma suite, elle est croissante. Ça veut dire que je suis obligée, donc n étant un entier, je suis obligée de prendre 1. Ça veut dire que jusqu'à 1, ma suite, elle va être croissante. Et à partir de 2, ma suite, elle va être décroissante. Ça veut dire que... Voilà. Donc, il faut faire attention à ce que vous obtenez tout à la fin. Et avec l'étude de signes, eh ben, vous regardez quand est-ce que c'est croissant, quand est-ce que c'est décroissant. Dans certains cas très particuliers, vous ne devrez pas calculer un plus 1 moins un, mais un plus 1 sur un. Et ce cas particulier, c'est quand vous avez des puissances. Si j'ai un qui est égal à 4 fois 0,85 puissance n, alors premièrement, puisqu'on connaît les ordres de priorité, on sait que la priorité c'est la puissance, et du coup, et du coup je ne peux pas multiplier 4 et 0,85 pour après le mettre puissance n, donc je suis obligée de le laisser comme ça, premièrement. Deuxièmement, quand vous avez quelque chose avec uniquement des multiplications et des puissances, si je veux que un plus 1 soit toujours supérieur à un, c'est-à-dire que un soit croissante, il faut que un plus 1 divisé par un, ce soit plus grand que un divisé par un, c'est-à-dire 1. Il est petit, mon 1. Si je fais un plus 1 divisé par un et que je le compare à 1, si c'est plus grand que 1, ça veut dire que c'est croissant. Si c'est plus petit que 1, ça veut dire que c'est décroissant. Dans ce cas-là, par exemple, quand j'ai un plus 1, j'ai donc 4 fois 0,85 puissance n plus 1. Facile. Si je fais un plus 1 divisé par un, j'ai donc 4 fois 0,85 puissance n plus 1 divisé par 4 fois 0,85 puissance n. Je peux déjà simplifier les 4, ici. Et ensuite, je vais devoir me rappeler de ma petite formule des puissances qui me disait que a puissance n divisé par a puissance m, ça faisait a puissance n moins m. Bien évidemment, il faut que a soit différent de 0. Dans ce cas-ci, j'ai n plus 1 fois 0,85 en haut, j'ai n fois 0,85 en bas. Donc du coup, quand je simplifie les deux à l'aide de cette formule-là, il me reste que 0,85 puissance 1, c'est-à-dire 0,85. Et puisque 0,85 est plus petit que 1, c'est un 1, cette chose moche, puisque 0,85 est plus petit que 1, ça veut dire que ma suite un va être décroissante. Voilà, c'est surtout ce qu'on utilise pour les suites qui ont des multiplications et des puissances, mais encore une fois, pour la majorité des suites, vous devrez faire un plus 1 moins un, à la fois pour montrer que votre suite est géométrique ou non, et pour déterminer le sens de variation de la suite. Pour terminer, il reste quand même à voir les sommes des termes d'une suite. Admettons que je mette de l'argent sur un compte en banque, etc. Je voudrais savoir combien j'ai mis, etc. Je voudrais faire la somme.
En imaginant que U0, U1, U2, U3, etc. représentent des dépenses, je veux savoir combien j'ai dépensé en tout, et bien je vais vouloir faire la somme des termes de ma suite. Donc la somme des termes d'une suite, ça a une notation un petit peu précise. Donc si je fais U1 plus U2 plus U3 plus plus UN, voilà, ça a une notation précise. Donc ça va se noter avec le signe, le grand sigma, comme ça. Donc encore une fois, j'espère que c'est sigma parce que je me rappelle comme ça. Et je vais dire que mon indice de ma suite, il va de 0 à n. Voyez? Et j'additionne les UI. Voilà. J'additionne les UI. Et donc la formule pour calculer la somme de ces termes, elle est plutôt simple. C'est donc n plus 1, hop, fois U0 plus UN sur 2. En fait, cette formule, elle peut aussi s'écrire comme... Alors ça, par contre, c'est toujours valable, hein, c'est quels que soient les termes de la somme. C'est le nombre de termes composant la somme fois, donc ça c'est votre n plus 1, d'accord, fois premier terme plus dernier terme divisé par 2. Voilà. Cette formule-là, elle est toujours valable. Ça veut dire, par exemple, que si j'ai une suite arithmétique et que je veux calculer donc U7 plus U8 plus U9 plus U10 plus U11. Allez, on va s'arrêter là. Voilà. Là, ma somme, elle est composée de 5 termes. D'accord? Donc ici, je vais mettre 5 fois. Et donc, le premier terme de ma somme, c'est U7. Le deuxième terme, enfin, le dernier terme, pardon, de ma somme, c'est U11. Et je vais diviser par 2. Vous voyez? Pas très compliqué. Donc, pour info, cette somme-là, elle va se noter somme de I égale 7 à 11 des UI. D'accord? Et donc, ça, c'est la formule globale de la somme. Et on peut en déduire la formule si, par exemple, je vais de UP jusqu'à UN. Donc, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait là, mais avec une formule un peu propre, quoi. C'est donc n-p plus 1. n-p plus 1 étant toujours le nombre de termes, parce qu'en fait, si vous comptez UP plus 1, etc., jusqu'à UN, eh ben, ça va faire n moins p plus 1 terme fois premier terme de ma somme plus dernier terme de ma somme divisé par 2. Rien de nouveau sous le soleil. Alors, je vous ai juste marqué un exemple ici pour terminer parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. Si je veux faire la somme de U5 jusqu'à U11, si je remplace dans ma formule, j'ai donc n moins p plus 1, ça fait 11 moins 5 plus 1, et ce qui fait bien 7 termes, donc U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, 7 termes. Et je vais avoir ici U5 qui est le premier terme de ma somme, plus U11 dernier terme, je vais y arriver, de ma somme, divisé par 2. Et donc, bien évidemment, avant de faire ce calcul-là, il faudra déjà calculer la valeur de U5 et la valeur de U11. Donc, bien évidemment, là, je vais m'arrêter là parce que c'est toute la partie cours. Bien évidemment, avec tout ce que je vous ai montré ici, il y a 1 million d'exercices que vous pouvez faire et 1 million de déductions possibles que je ne pourrais pas toutes lister en une seule vidéo. Mais cette vidéo contient les bases. Si vous avez tout compris, à partir de là, il ne vous restera plus qu'à chercher, bidouiller. Faites des dessins, faites des schémas, essayez de vous visualiser la situation avec de l'argent, en ajoutant de l'argent, etc. Et j'espère que vous arriverez à trouver tous les petits pièges que je mettrai dans mon contrôle. Voilà!